Bonsoir à tous, on va commencer dans 5 petites minutes, le temps que les dernières personnes arrivent. Donc voilà, ceux qui veulent un dernier toilette ou autre. L'ordi. Dans 2 minutes, non, tu vois. Hein? Bah, quand on commence à 8h, je prends le portrait. Où c'est où? Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors, si vous voulez bien, on va commencer la soirée. Donc, il y a encore des places pour ceux qui ne sont pas assis au fond. Je vois, il y a encore des places devant, même ceux qui veulent avancer vers le devant. Donc voilà. Merci à tous d'être venus pour ce soir, pour cette soirée organisée par le CNEF. Merci à toutes les équipes qui ont permis de préparer cette soirée. Et surtout, merci à M. Claude Bloch et M. Paul Zilberman d'être venus nous parler de leur histoire et de leur expérience. On sait que c'est jamais facile. On va tout de suite avoir la chance de les écouter. Et avant ça, j'aimerais bien, s'il vous plaît, pour ouvrir ce Yom HaShoah qu'on allume, ces 6 bougies-là, excusez-moi, à la mémoire de nos frères et sœurs qui nous ont quittés pendant cette période.
Je pense que c'est à vous de le faire. La ligne qui est tombée là. Donc voilà, on va entamer tout de suite cette soirée avec monsieur Claude Bloch qui va nous partager en premier son expérience. Ensuite, on passera à monsieur Zilberman et aux questions. Il marche? Oui. Vous m'entendez? Bon, chers amis, quand Sam Kadouche, que j'aime beaucoup, m'a demandé de raconter un peu mon histoire, j'ai d'abord refusé. Non pas par modestie, mais parce que je pense qu'il y a des Nitzolé Shoah qui ont passé des épreuves beaucoup plus graves que moi et qui méritent plus de raconter leur cheminement et leur vie. Mais puisque je suis très proche du CNEF, j'ai quand même accepté la demande de Sam. Avant de venir, et je ne savais pas, c'est l'école à Cavone, avant de venir, j'ai également, dans ma maison, allumé le Ner Neshama pour tous ceux de ma famille qui sont partis en fumée à Auschwitz ou ailleurs. Mon père, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, une grande famille qui sont partis entre 40 et 44, que ce soit de la famille du côté allemand, d'où venait mon père, ou du côté français, d'où venait ma maman. Ils étaient voisins du pays de Bade en Allemagne ou en Alsace. Il y avait que le Rhin pour séparer, mais c'était deux nations différentes et deux peuples. Si vous permettez, pour commencer une petite histoire, je voudrais lire un petit poème. Si c'est un homme, vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez si c'est un homme, que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui, pour un non. Considérez si c'est une femme que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, n'oubliez pas que cela fut, non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y chez vous dans la rue, en vous couchant, en vous levant, répétez-les à vos enfants,
ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. On peut immédiatement répondre à Primo Levi que notre maison est bien solide et qu'en Eretz Israël et partout dans les communautés juives, on se souvient de la Shoah, on parle de la Shoah, on vit de la Shoah et on n'oubliera pas jamais la Shoah. Comme la sortie d'Égypte, la Shoah fait partie intimement de notre histoire. Et puisque vous avez demandé, Sam et les autres, que je raconte un peu ma vie, je suis né en 1938 en Alsace d'un père réfugié allemand et d'une maman alsacienne, en 1938. Mais cette année 1838 est une année également particulière pour nous, pour les Juifs. Qu'est-ce qui s'est passé en 1938? Hitler avait déjà pris le pouvoir en 1933, ça fait déjà 5 ans. Et en 1938, en juillet 1938, à Évian, il y a eu une conférence internationale de toutes les nations du monde. Pourquoi? Pour parler des réfugiés. Et ils n'ont même pas osé dire des réfugiés juifs. On n'a jamais prononcé le mot juif. On parlait des réfugiés. Que faire avec les réfugiés? Que faire avec les juifs qui voulaient sortir d'Allemagne et que Hitler, le monstre, voulait jeter d'Allemagne et d'Autriche et d'ailleurs? Les 32 nations se sont réunies. Elles sont restées quelques jours ensemble. Et ces nations, ensemble, ont décidé qu'il n'y avait pas de place pour un juif, que les frontières étaient fermées, qu'on n'accueillerait pas des juifs dans aucune nation, d'Australie, en Amérique et en Palestine. En Palestine, où nos amis palestiniens avaient fait tellement de ramadan, de balagan chez les Anglais, que même les Anglais ont fermé la Palestine pour que les Juifs ne puissent pas venir, alors qu'il y avait un quota d'immigration qui était possible. Ça s'est passé en 1938. Et les Suisses, pourquoi cette conférence à Évian? Parce que, en général, une conférence internationale, ça se passe en Suisse, mais même les Suisses ont refusé que cette conférence ait lieu. Et ils ont fait pire. Ils se sont approchés des Allemands et ils ont dit aux Allemands, aux nazis, les Suisses, il y a trop de réfugiés qui veulent venir en Suisse. Et c'est très difficile pour nous de détecter les Juifs. Alors, soyez gentils, vous les petits Allemands, soyez gentils, faites donc un signe distinctif sur leur carte d'identité. Et c'est ainsi que sur les cartes d'identité des Juifs allemands, on a rajouté d'abord le grand J, Yud, et on a rajouté aussi un prénom. Tous les hommes, mon oncle s'appelait Jacob, tous les hommes devaient rajouter Israël. Et toutes les dames devaient rajouter Sarah. Voilà, c'était maintenant très facile à la frontière suisse, en voyant ces cartes d'identité avec le Yud et Sarah et Yitzhak, de refouler les Juifs. Ça, c'était les Suisses. Et quelques années plus tard, en prenant exemple, la France a également, de la même façon, sur les cartes d'identité des Juifs français, mis en grand Juif. Voilà, c'est comme ça qu'a commencé la Shoah. Comment elle a commencé la Shoah? Peut-être que ce monstre d'Hitler
Peut-être qu'il n'aurait pas tué les Juifs. Peut-être. Allez savoir. Mais de toute façon, il n'y avait plus de place pour les Juifs. Toutes les nations ont refusé l'accueil des Juifs. Voilà. Et maintenant, je vais parler un petit peu de mon histoire. Mais mon père était, enfin mon grand-père, les Blocs, étaient du pays de Bade. Le pays de Bade, c'est juste à la frontière française. C'est une très belle région qu'on appelle la Forêt Noire. Et tous les villages sont des villages magnifiques et touristiques. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents habitaient dans cette région depuis des générations. En particulier dans un premier village qui s'appelait Schmieheim. Dans ce village que nous avons visité, dans tous ces villages que nous avons visités avec mes enfants avant notre alia, il y avait des communautés juives. Et à Schmieheim, il n'y avait pas d'église. Il y avait un temple protestant et une synagogue. Il y avait 45% de la population qui était protestante et 55% de la population qui était juive. Quand nous avons visité ce village avec mes enfants, nous avons vu la femme du pasteur. Elle nous a fait visiter le village. Il y a un circuit touristique aujourd'hui, un circuit touristique. Alors elle nous a dit, voilà, ici, il y avait la fabrique de matzot, ici, il y avait l'école juive, ici, il y avait la synagogue, ici, il y avait la maison du rabbin. Bon, aujourd'hui, évidemment, tous ces juifs ont été emmenés, persécutés, tués. Il n'y a plus aucun juif, mais c'était dans cette région-là. Alors, j'ai visité également le village où était mon grand-père Zal, où sont nés ses enfants, mon papa Louis, ma tante Paula et mon oncle Gustave. Il y a encore une belle maison, et j'étais devant la maison, j'ai pris la photo, et une vieille dame est sortie. Elle a dit, pourquoi vous photographiez? Pourquoi vous photographiez cette maison? Alors je dis, parce que c'est la maison de mon grand-père. Comment tuer un bloc? Ah, ton grand-père, c'était un homme tellement gentil, tellement agréable, comme c'était bien de le voir. Et moi j'ai pensé, et le destin de mon grand-père, comment il était tragique. Alors mon grand-père, puisque je dois parler de lui, et je pense, dans tous ceux que j'ai perdus, c'est lui qui m'interpelle le plus, c'est lui qui me fait le plus de peine. Pourquoi? Parce que il était profondément allemand et profondément juif, très juif, parce que la prière se déroulait dans leur maison. Il avait fait la guerre de 14-18 du côté allemand. Il avait été décoré. Et puis, il y a eu les nazis. Et il y avait ses 3 enfants, donc Louis, Paula et Gustave. Louis, mon père, c'était l'aîné. Et en 1923, en 1925, ils avaient créé une section de la Croix-Rouge dans le village. Ils étaient très fiers de cette création. Et un jour, en 1934, on cogne à la porte. On veut voir Ludwig, on veut voir Louis. C'était soi-disant deux amis de la Croix-Rouge, juifs.
tu dois nous rendre ton uniforme. Tu n'es plus digne de porter cet uniforme. Et puis on te conseille, si tu peux, de dégager rapidement avant d'aller dans un camp. Donc mon père, en 1934, il a réussi à traverser la frontière et se retrouver en France, en Alsace, où il a épousé après ma maman. Ses autres frères, c'est intéressant, Gustave a pu également partir aux États-Unis, où il est arrivé et il s'est immédiatement engagé dans l'armée américaine. Il y avait une section spéciale de juifs américains, enfin de juifs allemands, donc qui parlaient allemand, que les Américains avaient intégré dans l'armée américaine pour servir ultérieurement de correspondants, d'espions avec les nazis. Et Paula, elle est partie en Angleterre avec le dernier convoi. Il y a eu un convoi d'enfants. Les Anglais avaient ouvert leurs frontières pour 12 000 enfants juifs, et ma tante est partie comme accompagnatrice. Et mon grand-père est resté seul, parce qu'il avait perdu sa femme. Mon grand-père est resté seul en Allemagne. Et il y a eu, en 1938, il y a eu la nuit de cristal. La nuit de cristal, c'est quoi la nuit de cristal? Peut-être que les jeunes ne savent pas. C'est la nuit où il y a eu le plus grand pogrom contre les Juifs en dehors de la Shoah. C'est la nuit où toutes les synagogues d'Allemagne ont été brûlées. Pourquoi on dit la nuit cristal? Parce qu'il y avait tellement de verre qui était tombé des magasins pillés des synagogues qu'on appelle la nuit de cristal. Et mon grand-père, il était dans son village. Et il y a eu la nuit de cristal. Et il était tout seul. Et les Allemands avaient déjà, à cette époque, ouvert un camp de concentration qui s'appelle Dachau. C'était le premier camp de concentration. Et allez savoir pourquoi, je me demande encore aujourd'hui. Et ils ont pris mon grand-père, et ils ont pris beaucoup de Juifs, et ils les ont enfermés, après la nuit de cristal, dans ce premier camp de concentration qui s'appelait Dachau. Comme il avait fait, je suppose, la Première Guerre mondiale, comme il avait été décoré, il n'est resté dans ce camp de concentration de Dachau que 3 semaines. 3 semaines, c'est déjà long et ça devait être terrible. Mais il n'a plus eu jamais l'autorisation de retourner dans son village. Donc il était dans différents endroits d'Allemagne jusqu'au jour où on l'a arrêté en 1942 et on l'a emmené à Sobibor. À Sobibor, il n'y avait pas de chambre à gaz. Mais à Sobibor, dès que vous arriviez, vous étiez fusillé, c'est-à-dire par balle. Et mon grand-père a été fusillé le 6 juillet 1942, le jour de son anniversaire. Et je pense toujours à mon grand-père. Je pense qu'il a eu un destin tragique. Voir ses anciens combattants, ses anciens collègues, ses anciens soldats, là où il s'était battu, le traiter, le fusiller, ça devait être terrible, terrible pour lui. Bon, alors, paix à son âme. Maintenant, en 1940, les Allemands ont décidé de réunir l'Alsace et le pays de Bade et de faire une seule région autonome.
et la capitale serait Strasbourg. Mais avant de faire cette union, avant de faire cette nouvelle province allemande, il fallait que ces deux territoires, l'Alsace et l'Allemagne, soient Judenrein, c'est-à-dire plus aucun juif. Mais dans le pays de Bade, le pays de mes parents, de mes ancêtres, il y avait 8000 juifs, 10 000 juifs. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ces 10 000 juifs? Qu'est-ce qu'on va faire de ces 8000 juifs? Alors les Allemands, ils ont eu une bonne idée. Ils se sont adressés à leurs copains français en leur disant, voilà, on a une dizaine de milliers de juifs, on aimerait bien que vous les accueilliez. Mais les Français, comment vous voulez les accueillir où? Mais c'est comme ça. Donc les Français ont accepté. Et ils les ont mis, ces 10 000 juifs ou ces 8 000 juifs, dans des camps en France. En particulier dans le camp de Gurs. C'est très important de se souvenir de ce nom de Gurs. C'est un camp dans les Pyrénées. Il y a d'autres camps, mais Gurs, c'était le camp le plus important. C'était un camp qui avait été créé quelques années auparavant, j'allais dire pour accueillir, pour enfermer les républicains espagnols qui avaient perdu la guerre d'Espagne. Donc nos juifs du pays de Bade, des gens relativement âgés, des gens, on va dire, d'une classe moyenne, bourgeois, qui avaient bien vécu, qui étaient civilisés, ils se retrouvent dans ce camp de Gurs, gardés uniquement par des gendarmes français. Il n'y avait pas un seul Allemand. Dans les Pyrénées, il n'y avait pas d'Allemands à cette époque. Il y a eu un taux de mortalité inimaginable. Là-bas, mon oncle et ma tante, Joseph et Joséphine, sont morts à Gurs. D'autres oncles sont morts à Gurs. C'était des personnes qui devaient avoir 50 ou 60 ans. Et je prends par exemple mon oncle, Joseph et Joséphine, ils sont morts à Gurs. Et leur fils Arthur a résisté un peu mieux. Et ensuite, en 1942, le camp de Gurs a été vidé et on l'a emmené à Auschwitz, où il a disparu à Auschwitz. Donc il faut savoir qu'en France, il n'y avait pas des camps d'extermination, mais il y avait des camps où on traitait les Juifs comme des animaux, où ils n'avaient rien à manger, où ils étaient décimés. Et ça, c'est très important de savoir qu'il n'y avait pas un seul Allemand qui gardait, que les responsables de ces camps étaient des gendarmes français. Voilà. Maintenant, pour revenir, ces deux pays qui devaient faire une seule province, il y avait aussi des Juifs en Alsace, mais beaucoup moins parce que la plupart étaient partis. Mais en juillet 1940, les Allemands qui occupaient l'Alsace ont décidé définitivement qu'il fallait expulser également les Juifs d'Alsace. Donc un Shabbat matin, j'étais trop petit pour me souvenir, mais on m'a tellement raconté, un Shabbat matin, les Allemands sont venus dans notre petit village et ils ont dit aux Juifs, voilà, vous avez 3-4 heures, vous avez le droit à 30 kilos de bagages, mais vous allez dégager rapidement. Donc mon grand-père et ma tante et ma maman ont été expulsés d'Alsace. Mon grand-père, il n'a pas pris ses 30 kilos de bagages, il a été à la synagogue et il a pris le Sefer Torah. Alors ce Sefer Torah,
donc je ne vais pas emmener le Sefer Torah. Nous l'avons gardé pendant toute la guerre. Et on a prié dedans. Mes cousins ont fait leur bar mitzvah dedans. Et aujourd'hui, ce Sefer Torah se trouve dans notre Beth Knesset à Chopin, c'est-à-dire pas trop loin d'ici. Comme ils n'avaient pas de yad, alors et mon grand-père a fait un yad en bois que je garde précieusement dans ma bibliothèque. Un jour, mon grand-père était... Bon, je saute. Donc nous avons été expulsés d'Alsace et les Allemands nous ont mis ce qu'ils appelaient la nouvelle frontière. La nouvelle frontière, c'est-à-dire la frontière qui n'était plus l'Alsace, qui était déjà de nouveau l'Allemagne, et nous ont mis pas loin du Jura. Ils nous ont déposés là, et on m'a raconté, ils ont dit en allemand, un homme est maintenant können Sie krevira. Et maintenant, vous pouvez crever. Donc, on était là. Les Français nous ont accueillis, enfin, ils nous ont récupérés. Et puis, je ne me souviens pas, j'étais trop petit, ou en camion ou en train. Certains disent en train. Le train s'arrêtait quelquefois. Et puis, il y a des villageois, ou le maire du village, qui était là, qui attendait et qui disait « Moi, je peux récupérer 5 familles. » Alors, il y a 5 familles qui descendaient. Et puis, ainsi de suite. Alors, nous sommes arrivés dans un petit village du Jura, pas loin de Dons-le-Saunier, où il y avait à peu près une dizaine de familles juives qui étaient dans ce petit village. J'ouvre une parenthèse, c'est un petit village que j'ai fait honorer il y a quelques années à Yad Vashem, parce qu'ils ont été très sympathiques, ils nous ont sauvés et on se sentait presque en sécurité chez eux. Seconde Guerre mondiale, le Yad Vashem honore au Japon. Je vais faire vite parce que je suis peut-être un peu long. Donc il y avait mon père, je commence à avoir des souvenirs maintenant. Donc il y avait mon père, et en 1942, mon père avait très peur, me raconte ma mère, très peur de tomber dans la main des Allemands, parce qu'il les avait connus, et donc il avait très peur. Et en décembre 1942, ils ont voulu, avec un petit groupe, passer en Suisse. Et à partir de ce moment, moi je me souviens. Maintenant, j'ai un souvenir réel de ce qui s'est passé. Donc les hommes, une dizaine d'hommes, 5-6 hommes, sont partis avant vers la Suisse, et nous sommes venus en camion bâché vers la frontière. C'était un camion bâché, et à l'intérieur, il y avait des dames, dont ma maman, et moi, et d'autres personnes dont je n'ai pas souvenir. Et c'était décembre 1942, c'était Noël. Ils ont certainement pensé qu'à Noël, peut-être la surveillance serait un peu relâchée. Donc le camion avançait, et à un moment, dans cette neige, il y avait beaucoup de neige dans la montagne, on n'a plus pu avancer, le camion était bloqué. Alors on a fait descendre tout le monde du camion pour pousser, à l'exception de ma maman qui était enceinte et de moi-même qui était un petit garçon de 4 ans. Et là, après, nous sommes arrivés dans une ferme. Et je me souviens qu'on m'a donné un verre d'eau, un verre de lait, excusez-moi. Et puis on a attendu. Et moi, j'avais déjà l'impression, je sentais la tension, malgré mon âge, je sentais la tension. Et puis la porte s'est ouverte, et un homme est arrivé, et il nous a dit, voilà, on ne peut pas passer. Il nous a expliqué
qu'ils étaient passés en Suisse, donc avec mon père, ce groupe d'hommes est passé en Suisse. Ils sont arrivés en Suisse, ils sont arrivés au poste de garde, ils ont été accueillis, on leur a donné de la boisson chaude à boire, parce qu'il faisait très froid, et immédiatement après, on les a remis aux Allemands. Donc, d'abord, je n'ai aucun souvenir de mon père, mais je n'ai plus jamais entendu parler de mon père. Donc, de ce poste de frontière de Suisse, ils ont été emmenés à Drancy. Donc Drancy, à côté de Paris, je le dis pour les jeunes, c'est là où il y avait le regroupement de tous les juifs qui allaient partir dans les camps de concentration. Donc mon père est resté à Drancy quelques semaines. Après, il est parti à Auschwitz. Il est resté 1 ou 2 ans à Auschwitz. Après, il est parti dans un autre camp qui s'appelait Sachsenhausen. Et à la fin de la guerre, il y a eu ce qu'on appelle la longue marche. C'était quoi la longue marche? C'est les nazis qui avaient peur de l'arrivée des Russes et qu'on puisse voir ce que c'était que les déportés, qu'est-ce que c'était que ces squelettes vivants. Alors ils ont entrepris, ils ont sorti tous les déportés du camp et ils les ont fait marcher vers d'autres camps. Et comme ça, mon père, ça je le sais, est arrivé à Flossenburg, c'était un autre camp, et là, il est mort à Purim 45. On a eu sa date parce que les Allemands, c'est des gens très organisés, ils notaient tout. Donc on sait qu'il est mort en 1945 à Flossenburg. Je ne vais pas prolonger plus longtemps, ainsi quand même, c'est une belle histoire, qu'on finisse quand même sur une belle histoire. Et puis nous sommes restés dans ce village où nous avions parfois je l'ai dit et je le répète, ces villageois nous ont sauvés. Et c'était un village de 300 habitants, 350 habitants. Il aurait suffi qu'une seule personne nous dénonce pour que nous soyons pris. Et cette personne n'a pas existé, donc nous avons été sauvés. Mais nous avons eu parfois très très peur. Un Shabbat après-midi, nous avons entendu crier dans la rue « Jetez-les dehors! Jetez-les dehors !» Alors c'était des Allemands qui criaient en allemand. Donc ma mère a pris ma petite sœur qui avait 6 mois et moi, et nous avons couru, nous sommes allés nous cacher dans les bois et nous avons passé la journée là-bas. Et d'autres fois, et ça, quand vers 44, j'ai rejoint la petite école du village, et c'était mon angoisse, parce que des fois, la porte de l'école s'ouvrait, c'était une seule classe, la porte s'ouvrait, et c'était un paysan, c'était un voisin qui venait me chercher, parce que les Allemands montaient au village. Je sais que c'est un peu honteux, parce que d'autres ont vécu, mais le fait de devoir quitter la classe et de me cacher dans une vigne ou me cacher dans une cave, alors ça, c'était vraiment une angoisse très très grande. Et nous avons d'autres cas. Nous étions au lavoir, c'est là où on lave. Bon, ça n'existe plus, mais là où les dames lavent leur linge. J'étais avec ma maman et puis d'un coup il y a 2-3 soldats allemands qui sont là. Et il y en a un qui dit en allemand, mais nous comprenions parfaitement l'allemand, comme j'aimerais me baigner ici. Alors on n'a pas répondu, mais on tremblait. Voilà. Et puis il y a eu la libération. Alors tous les soirs,
nous écoutions à la radio suisse, parce que le Jura n'est pas très loin de la Suisse, donc c'était la radio suisse. Et la radio suisse disait, il y a maintenant la libération qui est commencée, mais n'allez pas acclamer les vainqueurs, c'est-à-dire les convois militaires qui passent, parce que vous ne savez pas si ce sont les Américains ou si ce sont les Allemands qui se sauvent. Donc restez dans vos maisons. Alors je me souviens, nous étions un petit groupe de paysans et moi, nous étions dans notre nous regardions, parce que le village était perché un petit peu sur la hauteur, nous regardions vers la route nationale et il y avait des camions qui passaient, des militaires, mais on n'osait pas descendre. Et à un moment donné, de ce convoi, une petite jeep qui quitte le convoi et qui vient vers notre village. Et au bord de dans la jeep, il y avait un soldat en uniforme. Alors il a demandé aux paysans quelque chose. Et tout le monde m'a montré du doigt. Et moi j'ai dit, c'est un Allemand. Alors j'ai encore une fois eu très très peur, mais je ne pouvais pas me sauver et je ne savais pas quoi faire. Alors le soldat est venu vers moi. Et il m'a dit, je suis ton oncle d'Amérique. Et c'était donc mon oncle d'Amérique, celui-là dont on avait tant parlé, maman m'a été à parler, d'où il avait eu nos coordonnées, peut-être par la Croix-Rouge suisse, je ne sais pas. Donc c'est lui, c'est mon oncle, entre autres, qui a libéré ce village. Donc c'était une grande fête. On a vu revenir, mais je vais être très rapide, on a vu revenir des prisonniers de guerre. Alors ma maman s'est dit, ben, si les prisonniers de guerre reviennent, c'est que ton père va bientôt revenir aussi. Mais on ne savait pas qu'il y a une très, très grande différence entre prisonniers de guerre et déportés. Donc on a su assez rapidement que mon père ne reviendrait pas. Donc c'était la fin de la guerre. Ma maman ne voulait pas retourner en Alsace, où on nous avait pillé. 10 secondes après que les Allemands nous aient expulsés d'Alsace, nos voisins, nos chers voisins, ceux qu'on a côtoyés pendant un siècle, ils nous ont pillés. Donc elle n'a jamais voulu retourner en Alsace. Alors elle a trouvé un job à Boulogne, à l'école Maïmonide. Et puis on est arrivé à l'école Maïmonide. À l'époque, c'était en 1945. C'était comme un château. C'était un château vide. Il n'y avait personne encore. Il y avait le directeur, Marcus Kohn. Et puis moi, petit garçon, 6 ans et demi, j'attendais. J'attendais quoi? J'attendais les survivants. Alors, lentement, Marcus Kohn a engagé 1 ou 2 personnels. Il a engagé Madame Doline, rescapée du ghetto de l'Auve, et puis d'autres personnes. Et puis, il a engagé des moniteurs. Et je suis très content de vous dire ça. La plupart des moniteurs étaient en uniforme. Ils étaient en uniforme de l'armée française, parce qu'ils étaient dans l'armée de Leclerc et qu'ils avaient libéré l'Alsace, et c'était tous, naturellement, c'était tous des juifs séfarades. Je venais, ils ont été très fraternels avec ma maman, avec moi, ma petite sœur. Je venais de découvrir, disons, l'amitié et la chaleur des juifs séfarades. Voilà. Et puis, alors, c'était quelque chose de nouveau pour nous. On ne souriait pas beaucoup.
avec eux, on a commencé à sourire. Et ensuite sont arrivés un par un, vraiment un par un, des adolescents. Moi j'avais 7 ans, 8 ans, ils étaient beaucoup plus âgés, ils avaient 12, 13, 14, 15 ans. Et eux, c'est eux aujourd'hui qui devraient vous parler, parce que eux, ils ont eu vraiment un destin tellement tragique qu'ils portent en eux, qu'ils ont porté et qu'ils portent en eux toute leur vie. Il y a beaucoup qui ont quitté le judaïsme parce qu'ils n'ont pas été reçus avec suffisamment d'amitié ou de fraternité. Et puis, dans mes amis, il y en a certains qui malheureusement ont quitté la vie tout simplement, et j'en connais, parce que porter en soi la Shoah, porter en soi tellement de malheur, pour certains, c'était trop à supporter. Voilà, je vous remercie. Merci à toi, Claude. Au dernier Seder, nous étions attablés avec les 4 fils. Il y avait évidemment le Chacham, le Racha, le Tam. En réalité, ce n'est pas vrai. On n'était pas assemblés avec 4 fils, mais avec 7. Il y avait les 4 fils habituels, mais il y avait aussi l'enfant disparu dans la Shoah, dont Elie Wiesel, comme André Deher, nous demande d'être la voix. Ensuite, il y avait également l'enfant assimilé, celui pour lequel cette nuit n'était pas différente des autres et qui n'a pas dit Manishtana. C'était une nuit normale. Et puis il y avait moi, dont le père, M. David Zimmermann, ingénieur, est devenu alors à Auschwitz le matricule 41 254. Notre devoir, c'est d'apprendre et de transmettre. Je reprends les premières paroles d'un chant d'Aznavour, un grand chanteur, mais aussi un grand monsieur, et qui nous dit « Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. » Il a raison, mais lui a raison face à son public. Mais il a tort face à chacun d'entre nous qui, le soir du Seder, lui a déjà répondu « Il y a 3333 ans, je suis sorti d'Égypte. » Oui, nous pouvons comprendre le passé, nous avons une mémoire. La Shoah, lucidité, grandeur du ministre des Affaires étrangères d'Allemagne, Fischer, qui proclame officiellement « C'est une illusion de croire que nous pourrons échapper à l'Holocauste, ce passé reste au cœur de notre identité. » On évoque ce soir l'atrocité qu'aucun esprit ne pouvait imaginer, qu'aucun mot ne peut traduire. Pour moi, une image peut-être. Je fais le rapprochement entre le tableau de Goya, la fusillade du 3 mai, et je le juxtapose avec le tableau si célèbre de Picasso. D'un côté, des hommes fusillant des malheureux, des hommes face à des hommes. Mais dans Guernica, des hommes, et ça nous concerne plus, voyant l'ennemi totalement déshumanisé comme autant de montagnes de viande et d'os. Une chose, on a su très vite quand a été brûlé mon père. Consolation, ça a été après environ 3 semaines son arrivée à Auschwitz et nous n'avons pas connu ce temps d'enfer. Une chose très récente m'a impressionné, ça correspond à ce que tu disais tout à l'heure. Je savais qu'il
qu'il était décédé, qu'il avait été brûlé le 7 juillet 1942. Ce que je ne savais pas, et mon gendre parti aux États-Unis va à Washington, au musée de la Shoah, et me dit, il a vérifié qu'effectivement, mon père avait été brûlé le 7 juillet 1942 à 16h05. 16h05. C'était vraiment pour eux une comptabilité, absolument sans aucun sentiment, sans rien. C'est un chiffre. Retour sur les faits. Tu parlais tout à l'heure d'Évian en 1938. Le président élu démocratiquement par le monde, et en somme lui dit, c'est clair, je ne veux pas de juifs chez moi, ou vous les prenez, ou je les jette à la poubelle. Dans le monde, et là je ne suis pas d'accord avec toi, toutes les chancelleries et les grands dirigeants, beaucoup de belles âmes ont été émues. Et là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est qu'en réalité, sur toutes les nations, oui, il y a eu une main qui s'est levée, une sur toutes les nations, celle de Saint-Domingue. C'est incroyable. Or, à ce moment-là, tout était possible. L'euthanasie existait à ce moment-là pour les gens inutiles, pour les gens handicapés. Il y a eu plus de 70 000 euthanasiés. À ce moment-là, l'Église s'est levée, a protesté, et ce que l'on appelle le T4 est l'annulation de la loi d'euthanasie. Tout était possible, encore fallait-il élever la voix, et peut-être fallait-il plus qu'un doigt de Saint-Domingue pour faire pencher la balance. En 1942 également, vous aviez le célèbre télégramme de Ringler qui disait de source absolument fiable à l'Amérique ce qui se passait. Et alors là, il y a eu ce crime d'indifférence, un silence. On pense à ce que dit le prophète Obadiah, on pense qu'il considère le crime justement d'indifférence comme le considère Elie Wiesel. Et je voudrais vous citer deux textes d'hommes de théâtre qui traduisent ce que je pense. Armand Salacrou, un homme de théâtre, a dit « Les salauds ne sont pas seulement ceux qui ont les mains sales, mais aussi ceux qui ne veulent pas se les salir. » Et Peggy, « Les lâches sont des gens qui regorgent d'explications. » Je n'ai pas été dans un camp. Comme Claude, mais je ne suis pas sorti autre que marqué à vie. Évidemment, lorsqu'un gosse de 3 ou 5 ans, il manque dans son dictionnaire le mot « papa », ça change une vie. Ayant eu à porter l'étoile jaune sur ma chemise, gosse, lorsque je croisais par la suite un officier en uniforme dans les rues de Rouen, ma ville, je ne sais pas pourquoi, mais je ressentais quelque chose, un sentiment étrange de peur, etc. Alors, je n'avais rien à craindre, mais c'est marqué en vous. Maintenant, je voudrais donner des flashs. Quelles sont les images qui restent de mon enfance? Encore une fois, comme tu disais, ayant 3, 4, 5 ans, on a entendu parler par la famille, mais de son, on rappelle réellement très peu, presque rien. Et ce sont les choses qui, effectivement, après, voilent votre regard, consciemment ou inconsciemment. Il y a deux choses dont je me souviens. Premièrement, c'est une horreur en octobre 1942. Mon père a été pris. La France est divisée en deux sections. Au nord, la section occupée par les Allemands. Au sud, la zone libre, encore libre, qui est confiée à Pétain, à Vichy, etc. Donc, après l'arrestation de mon père, qu'il repose en paix,
ma mère décide qu'on va quitter Rouen pour la zone libre. Alors nous sommes dans une nuit noire, en plein champ. Là, il y a 11 personnes. On attend, on attend. On sait que doit arriver un train qui va nous transporter, mais ce qu'on n'imaginait pas, c'est que tout d'un coup, dans ce noir, dans un bruit d'enfer, arrive ce train, il s'arrête à notre hauteur, on s'entasse dans la locomotive, et là, c'est vraiment l'image que j'ai, la terreur, les flammes du brasier qui m'aveuglent. Encore une fois, on monte, on est poussé dans cette locomotive, et il y a ce foyer absolument effrayant que je vois encore aujourd'hui. Après quelque temps dans cette locomotive, un nouvel arrêt, ça cette fois-ci de l'autre côté, donc de la ligne de démarcation entre la zone nord et la zone libre. Et là, de l'autre côté, des policiers français nous attendent, et à l'exception de notre trio, ma chère maman, ma si chère sœur et moi-même, eh bien, à l'exception, cette exception près, ils embarquent les femmes, les enfants et ça je m'en souviens, le bébé hurlant dans les bras de sa mère. Image plus heureuse, mais c'est la seule image qui soit authentique pour moi, c'est le dernier seder dans notre famille. Miracle, puisque sur la table, il y a 1 kilo de matzos. Pour alléger l'atmosphère, à côté, une petite boîte avec quelques dates. Quelques dates qui, depuis dans notre famille, à notre table, à celle de nos enfants, ces dates ont une place à côté du plat du seder. Alors la permanence, c'est quoi? C'est en permanence se cacher, dissimuler qui on est. Ça vient là est le problème des faux noms. Paul Zilberman doit se souvenir qu'il s'appelle maintenant Paul Labourdette, puis plus tard Paul Duflot. Il ne faut surtout pas se tromper, il faut donner automatiquement ce nom de l'époque, suivant le changement, parce que parfois ça peut être une question de vie ou de mort. Alors on vit à ce moment-là avec une compagne permanente, la peur aussi de la dénonciation. Je voudrais alléger un peu et je voudrais vous dire une anecdote qui nous a frappé. Nous sommes dans un petit village à côté d'une ville d'Irak qui n'est pas encore, c'est pas New York. Alors on arrive là et ma sœur était très brillante, élève et pianiste. Un point faible, le latin. Bon. Alors, impossible, c'est en pleine guerre, mais qu'elle ne puisse pas progresser. Ma mère réfléchit, illumination, qui va donner les cours? Ben, on va aller voir le curé. Ma maman va avec ses 2 morveux chez le curé et lui demande si il pourrait donner des cours à ma sœur. Très volontiers. Ça a duré quelques mois, puisqu'après il y a eu la libération. Lorsqu'arrive la libération, on revient de notre patelin vers cette petite ville, et c'est normal, on va voir le curé pour le remercier. Et alors maman lui dit, écoutez, d'abord j'ai pas de mots pour vous remercier, il faut que je vous le dise. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes juifs. Alors à ce moment-là, le curé, vraiment, éclate de rire, et puis il dit voilà. Premièrement, il faut que vous sachiez que dans la région, il y a entre 35 et 40 familles que je sais qui sont juives, que je sais, et qui sont tous chrétiennes comme par hasard. Ça, c'est la normale. Mais dans votre cas, je suis obligé de vous demander une faveur. Ça ne se repassera pas, cette guerre. Une chose comme ça ne se repassera pas. Mais si on imagine, je vous demande, s'il vous plaît, sachez votre prénom. Quand vous êtes venu vous présenter, vous m'avez demandé cours de latin. Pourquoi pas?
je vous ai demandé, alors je me suis tourné vers votre fille et je lui ai dit, alors elle a dit, je m'appelle Labourdette. Et vous, vous êtes intervenu, vous avez dit Jeanne-Marie Labourdette. Et à ce moment-là, votre fille, très discrètement, a donné un petit coup de pied et a dit non, maman, Jeanne-Marie, c'est moi, toi, tu es Marie-Jeanne. Et c'est vraiment tout à fait vrai. Il y a eu des gens bien, ça veut dire qu'il y a eu des gens bien, bon, à côté de la peur constante de la dénonciation. Encore une fois, c'est ça, un mot mal prononcé ou une erreur comme ça, une bourde comme ça, et c'était la vie qui était en jeu. Je vais vous dire ça, c'est aussi, je suis particulièrement sensible, enfin bon, mon père affamé a été battu pratiquement à mort avant d'être envoyé au camp, en voulant ramasser quelque chose plus ou moins mangeable. Alors je vous dirai tout de suite, et ça me pose parfois des problèmes. Comment je peux supporter qu'à une fête actuellement auquel on participe, ici ou là, on puisse balancer des plats entiers parce qu'ils ne sont pas exactement cuits comme on les aime. Par exemple, je ne peux pas, moi, ça c'est marqué, je ne peux pas prendre un morceau de pain, je le mange jusqu'au bout, même si j'en ai pas envie, mais je ne peux pas le jeter. Ça, c'est ce que j'appelle le marquage. Tu connais. Alors, un rayon de soleil, fin de la guerre, première journée à la nouvelle école, la récréation. Non, mes copains, parce que j'en ai pas encore, je viens d'arriver, mais les élèves jouent aux gendarmes et aux voleurs, armés de leurs pistolets de pacotille. Ils jouent. Et moi, je suis seul assis par terre dans la cour, seul à les regarder courir, crier, rire. Le lendemain matin, un de ces élèves m'attend devant la porte, s'approche de moi et me tend un morceau de bois avec une vis en guise de gâchette. « Tiens, me dit-il, je l'ai taillé un soir pour toi. » Je crois que c'est rare d'avoir reçu un cadeau aussi beau. L'un, je vais bientôt terminer, l'un de mes mots favoris, un de mes deux mots favoris dans le soir du Seder, c'est le mot, c'est pas un mot, c'est un geste. Yachatz. On s'assoit, on invite et on coupe la matzah. Pour moi, ce geste. Pourquoi? Je coupe parce que il y a une partie immédiatement qui est réservée vraiment à l'autre qu'il vienne, on va manger ensemble. Et l'autre, c'est que face à la manifestation des haines extérieures qui arrivent, qui jaillissent tout d'un coup, oui, l'histoire juive dit qu'il nous faut toujours partager, mais aussi prévoir. Alors, comme le désespoir n'est pas juif, je veux, en leur souvenir de tous ceux qui sont disparus, terminer autrement. Cette vie est marquée, mais vivant ce à quoi ils n'auraient jamais osé rêver. Libres citoyens, moi, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, dans notre pays, Israël, et dans sa capitale, Jérusalem, soyons conscients véritablement, et que ça ne soit pas des mots, de ce que nous sommes en train de vivre. Je dirais encore, vie qui a été marquée, mais apaisée souvent grâce à des héroïnes, ma mère, ces mères qui seules ont pris la devise d'un chanteur que vous ne connaissez certainement pas, Sammy Davis Jr., qui était noir, qui était borgne, qui s'est converti au judaïsme et qui avait une formule constante, « Yes, I can ». En avant. Alors, faut encore aussi rappeler qu'il y a eu des beaux gestes à travers l'histoire, on en a parlé, des gestes, je vous en cite un parmi ceux qui m'ont marqué, mais ça c'était juste avant pendant la guerre, mais pas encore dans l'atrocité, c'était Toscanini, le fameux chef d'orchestre. Alors, un orchestre philharmonique, c'était un rêve pour Israël. Ce rêve se réalise, l'orchestre est prêt. On va donner le premier concert dans 2, 3, 4 mois.
on veut le plus grand possible, le plus grand chef d'orchestre. On pense, il y en a qu'un qui s'impose, Toscanini. Est envoyé un envoyé pour lui demander, maître, est-ce que vous seriez d'accord pour être le chef d'orchestre du premier concert Salis? Réponse de Toscanini, oui, pas de problème. Il y a un petit problème, c'est que nous avons des fonds, mais qui sont limités. Si vous me parlez d'argent, il n'y aura pas de concert. Ça, c'est un avis. Toscanini. Bon, alors écoutez, dans ce monde tel qu'il est, on comprend, on n'a qu'une mission, c'est d'apprendre et de transmettre. Là, pour la transmission, j'ai toujours une image en tête, c'est celle du vase de cristal. On a reçu, il y a 3333 ans, un vase précieux, délicat, etc., tellement fragile. Il a été transmis de génération en génération jusqu'à nous, qui maintenant, le vase en main, avec toute cette splendeur, va avoir le courage, l'audace, ou tout ce que vous voulez, de le laisser tomber et de qu'il se brise. Alors, puisque transmettre est notre fonction, je terminerai par la phrase du Rav Kook, Gadol ou Abareinu, Aval Gadol Yoter, Atideinu. Alors déjà un grand merci à M. Claude Bloch et M. Paul Zilberman pour ces deux histoires très bouleversantes et en même temps très très belles. On va déjà laisser un petit moment si quelqu'un a des questions, voudrait leur poser des questions sur leur histoire, sur des choses qu'ils ont dites ou pas dites. Moi j'en aurais une. Mais Monsieur Bloch, j'ai beaucoup aimé, hein, j'ai énormément apprécié. J'ai beaucoup apprécié vos deux communications très émouvantes. Maintenant, j'ai une question pour Monsieur Bloch en particulier, parce que vous avez évoqué, je crois, un oncle, c'est votre oncle d'Amérique, qui est parti peut-être dans un groupe qu'on appelait les Richie Boys aux États-Unis. C'était là? C'était ça? Oui. Et je voulais savoir si justement vous aviez des informations sur la façon dont il a pu à la fois émigrer, rentrer dans l'armée, et est-ce qu'il a eu, et comment ça s'est passé avec vous une fois que vous l'avez rencontré, parce que c'est quand même vraiment exceptionnel qu'il vous ait trouvé. Alors effectivement, c'était le Richie Boy. J'ai un cousin, son fils, qui vit aux États-Unis, qui m'a envoyé il y a quelques mois tout un article que je pourrais vous transmettre. Alors mon oncle, il est resté 2 jours au village, et après il est parti se battre vers l'Allemagne, il a été blessé, et on l'a rapatrié en Amérique, et moi je l'ai retrouvé 20 ans après, je ne l'ai plus vu pendant 20 ans. Et j'ai vécu quelque temps aux États-Unis à ses côtés. Je voulais qu'il me parle de sa famille, c'est-à-dire de ma famille, mais il n'a pas été capable. Il n'a pas été capable. J'ai eu aucune information. Il ne pouvait pas parler de cette période tellement noire pour cette famille. Alors je suis reparti des États-Unis, j'avais pas tellement, je connaissais pas mieux ce qui s'était passé. Par contre, j'ai ramené quelques photos. J'ai ramené, là c'est émouvant, un album de félicitations. C'est un album complet de félicitations quand mon grand-père en 1902 ou 3 s'est marié. Donc je vois tous les télégrammes qu'il a reçus et les noms de tous ces juifs qui sont du pays de Bade. Alors je me dis parfois, certainement il y en a que je côtoie, qui vivent en Israël, etc. Mais il n'y a plus de contact maintenant. Mais si vous voulez, pour les Richie Boys,
c'était très intéressant. Il parlait allemand. Il m'a quand même dit une chose, mon oncle Gustave. Quand ils avaient un prisonnier allemand, alors naturellement il lui parlait en allemand. Mais il ne disait jamais qu'ils étaient juifs. C'était le but. Et très souvent, je vais peut-être vous surprendre, il y avait un cadavre qu'ils avaient découvert ailleurs, qui mettait au pied de ce prisonnier en disant ou tu parles ou tu vas finir comme lui. Mais il n'a pas beaucoup parlé de sa guerre. Il a fini sous-lieutenant, mais bon. Après, il est devenu un vrai Américain. Est-ce qu'il vous a parlé de l'antisémitisme dont il aurait pu être victime, justement parce qu'il avait l'accent allemand et parce qu'il était juif? Jamais. Non. Merci. Non. Mais je pourrais vous donner l'article d'Eric Chiboy, si vous voulez. Avec plaisir. Est-ce que la non-réaction de l'Europe face aux réfugiés ukrainiens vous laisse à réfléchir aujourd'hui? Ben moi, je vais vous surprendre, je suis très méchant. C'est vrai que je vais passer la parole à Paul. Vous savez, en Ukraine, c'est le père Dubois qui a cherché. Il y a eu, dans l'Ukraine qu'on en parle aujourd'hui, il y a eu 1 500 000 juifs fusillés par balle. Alors, qui est la paix, je n'en veux pas. Enfin, mais quand je vois, excusez-moi, alors là je vais être grossier, mais quand je vois leur gueule à la télé, je les trouve, ils ont des têtes d'antisémites. Je me dis, c'est ceux-là qui ont tué les 1 500 000 juifs. Alors je leur veux pas de mal, mais je prie pas pour eux, voilà. Et j'ajoute, je comprends pas qu'il n'y ait pas une alia plus grande des juifs d'Ukraine. Pourquoi? Il y a 10 000 juifs, mais ils sont 70 000 vraiment juifs, et 100 000 ou 150 000 avec la loi du retour. À vous, Paul. La question, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'Ukraine? Alors, je pense qu'il y a eu peu de génie dans le jazz, comme Louis Armstrong. Ça, je peux vous en parler si vous voulez. Mais sur l'Ukraine, non, c'est très difficile. C'est très difficile. Parce que, encore une fois, je comprends Claude, mais j'ai aucune position. Voilà qui est clair. C'est-à-dire que, grosso modo, ils ont une solide tradition d'antisémitisme, de barbarisme, d'une cruauté que dont nous avons entendu plus et plus que parler. Maintenant, je pose la question, j'ai devant moi le petit-fils, ou la 4e génération. Qu'est-ce que je vais faire? Il me dit, supposons, on a connu, maintenant on sait ce qui s'est passé. Et je vous dis, je sais très bien ce qu'il y a eu, mais enfin, pour moi, la seule réaction que j'ai, c'est par exemple, pour l'Allemagne, oui, j'ai cité le ministre Fischer, ce qu'il a dit qui était glorieux de sa part. La seule chose, je ne pourrais pas aller en Allemagne. Allons en Finlande, mes origines, je suis blond et grand. Eh bien, allant en Finlande, on a fait un détour, ma femme et moi, pour ne pas traverser l'Allemagne. Je ne veux pas respirer leur air. Ça, c'est à titre personnel. Maintenant, quand je vois que, par exemple, à Chalva, où il s'occupe des enfants qui ont un problème mental ou physique, que je vois tellement de volontaires allemands, de jeunes qui viennent ici, je me vois mal, en face de lui dire mon refrain que, sans réfléchir, j'aurais pu avoir à lui dire. Alors je vous dis, je suis très très mal à l'aise, une horreur de ce qui s'est passé, Maintenant, pour, disons, les générations qui ont suivi, quand on voit, d'ailleurs, ce n'est rien par rapport à ce qui s'est passé de ce dont on a parlé, mais enfin, certaines photos que l'on voit actuellement, eh bien, aucun de vous, bien qu'il soit ukrainien, ne reste totalement un Français. C'est-à-dire que si j'ai devant moi ce cas-là, je ne suis pas sûr que je vais dire oui, mais je me rappelle que, etc. Je vous dis, c'est une réponse de Normand, je suis né à Rouen, mais vraiment, je n'ai pas de réponse claire à vous donner en ce qui me concerne. Je n'êtes pas d'accord? Je suis d'accord avec toi.
si vos J'aimerais savoir si vos petits-enfants portent encore votre histoire, hein, ou si pour eux, ils sont français ou israéliens, comme tout le monde, comme des séfarades, et qui se sont détachés, en fait, de ce drame familial de la Shoah. J'aimerais savoir, au niveau des générations d'après, comment ils portent ou ne portent pas ce lourd... où ça, ici ou là-bas? Je ne sais pas où ils sont, mais où qu'ils soient. Je ne comprends pas la question. Nous avons fait notre alia il y a 34 ans. Mes enfants, je crois qu'ils sont marqués un peu par moi, c'est-à-dire par mon caractère, parce que j'ai un caractère très anxieux du fait de la Shoah. Donc j'ai toujours été anxieux et toujours inquiet pour leur devenir. Bon. Maintenant, ils ont tous été à l'armée, alors on me demande, t'es inquiet? Alors je suis évidemment inquiet, je suis toujours inquiet, mais on est dans notre pays, on défend notre pays et c'est différent. Maintenant, pour mes petits-enfants, et il y en a quelques-uns qui sont là, finalement, je n'étais pas tellement content qu'ils viennent parce que je suis toujours gêné devant mes petits-enfants. Bon, mais mes petits-enfants ne portent pas, j'espère en eux, la Shoah, mais ils sont intéressés par notre histoire familiale. Et ça, c'est bien aussi. Et un de mes petits-fils est devenu récemment officier, donc je suis très fier d'être ici. Et quand on a parlé d'Évian, que toutes les barrières se ferment, que personne ne voulait un seul juif, Rasfer Halila, je crois qu'aujourd'hui ça ne pourrait pas se passer, parce que notre pays, c'est notre pays et la frontière est ouverte. C'est ce que j'appelle le marquage. Et toi et moi, ça me marquait. Et aussi, je dois dire, on a commencé volontairement ou involontairement, en parlant à table, on a marqué nos enfants. Le problème sera de savoir, dans encore une génération, ce qu'il en est. Mais pour l'instant, quels sont les menus où il n'y avait pas, à part le gefilte fish ou un autre truc, également le mot Shoah. Donc eux aussi, involontairement, même si c'est involontaire, on leur a transmis quelque chose qui est une peur maladive. Pas de problème. Mais toi aussi? Mais oui. Tu ne l'as jamais dit. Je voudrais compléter la réponse de Claude et Coco. Donc, je suis le blanc de Claude. Je voulais pas que tu te caches. Mais tu parles fort. Un petit complément. Bon, moi, personnellement, je suis donc de la seconde génération. Ma maman, Zéphana Livatra, a suivi un peu la même histoire que Claude. Alors, pour votre question, est-ce qu'on a été marqué ou est-ce qu'on est indifférent? Je dirais qu'on a plutôt été traumatisé. En fait, je n'ai pas pensé à l'indifférence, mais ce qui avait un peu sous-entendu, c'est par exemple dans ma famille, on n'en parlait pas. C'est-à-dire qu'il y avait comme un tabou, il y avait une impossibilité de ressortir. Donc c'est un peu par rapport à ça, je me demandais pour les générations d'après, est-ce que c'est comme si, voilà, on n'en parle pas, il y a la nouvelle vie? Non, c'est vrai. Alors ça, moi par exemple, à titre personnel, ça commence à l'âge de 9 ou 10 ans où je commence à être un peu loudnique et puis j'agace ma mère en me posant des questions et des questions. Et puis c'est un peu un sujet tabou, mais bon, j'insiste et puis je lis des bouquins et puis elle raconte des histoires. Donc on a été traumatisés et bon, et puis on va voir la tante qui est revenue d'Auschwitz avec son numéro sur le bras. Donc on a été très marqués. Et c'est pas l'anxiété, c'est autre chose. J'ai pas cette anxiété, ni pour mes enfants à l'armée, ni tout ça. Mais on a été vraiment marqués et la Shoah, c'est. Une chose, je m'excuse, mais je voudrais ajouter, mais mes remerciements, ce n'est pas le mot, c'est beaucoup plus que ça. Pour certaines personnes, je parle maintenant à titre tout à fait personnel, qui parfois ont été des carrefours dans notre vie. Vous pensez là, ici, que je suis seul. Non, je ne suis pas le seul rouennais ici. Et l'autre qui est là-bas peut, comme moi, témoigner
qu'il y a eu des gens, à un moment donné, nous, ça a été notre rabbin à Rouen, un rabbin Gutmann, qui a, après la guerre, je parle, juste après la guerre, qui a changé certainement beaucoup le cours de notre vie. Je voulais juste leur tirer un chapeau à lui, comme un Rav Reutemann. Ils ont été quelques-uns qui, après la guerre, vraiment ont été excessivement importants dans ce qui devait être la suite de nos vies. Tu es d'accord? Tu ne protestes pas? Alors s'il n'y a plus de questions, il ne me reste plus qu'à remercier encore vous deux pour avoir partagé. Votre histoire à la fois bouleversante et belle, et comme dit Elie Wiesel, celui qui écoute le témoin devient témoin, donc grâce à vous, toutes ces nouvelles générations vont pouvoir aussi partager votre expérience et l'expérience de notre peuple. Ça fait aussi partie de nous. On a commencé la cérémonie par allumer... On a commencé la cérémonie par allumer des bougies. Alors en hébreu, on dit qu'on allume des ner neshama, une bougie de l'âme si on traduit littéralement. Mais un neshama, d'une façon plus profonde, il y a trois parties dans l'âme. Il y a le nefesh, l'âme animale, la neshama, l'étincelle divine, et le ruach, c'est ce qui relie un petit peu les deux. Ner, donc nun, c'est les initiales de nefesh et ruach et neshama. Nefesh, ruach, neshama, quand on allume un ner neshama, on allume en fait pour les trois parties. Et il n'y a que la neshama qui est le mot en hébreu, qui est le mot en entier, pardon. Les deux premières parties de l'âme, qui représentent peut-être un peu plus le corps, elles sont de façon abrégée, de la même façon qu'une bougie, elle se consume. Mais là, pour laquelle on l'a allumée, elle reste là à jamais avec nous. Et en tant que peuple qui a vécu quelque chose comme ça, je pense qu'on n'a pas le droit à la médiocrité. Voilà. Donc merci encore à vous tous d'être venus ce soir. Et on se retrouve peut-être dans d'autres circonstances très bientôt, la semaine prochaine, avec Yom HaZikaron, donc la soirée avec le Tekes de Yom HaZikaron qui sera faite à Jérusalem. On va lâcher les affiches très très prochainement, et le lendemain on aura une visite à Har Herzl, une visite guidée, donc au cimetière militaire de Har Herzl pour ceux qui veulent. Et dans une note plus joyeuse, alors le soir de Yom HaTzmaout, on a comme tous les ans la Tfila au Kotel, avec la présence du Rav Lau, donc le grand rabbin d'Israël. Donc pour remercier Hachem de nous avoir donné ce beau pays et de nous avoir relevés après toutes ces péripéties. Et le lendemain, donc, on aura le grand tioul aussi annuel, donc habituel, le grand tioul. Donc voilà, toutes ces affiches-là, tous ces beaux événements vont être lâchés très très prochainement. Et voilà, on espère vous voir très très nombreux. Et merci encore d'avoir participé à cette soirée. Alors on a une petite demande pour un minyan de Harvit. Est-ce qu'on a 10 hommes? Ah oui, tout de suite à côté de la scène pour ceux qui veulent. Sur le groupe, on essaiera de le mettre, de le transformer en YouTube. Il est déjà sur Facebook, au CNED, et la vidéo sera. On ne le voit pas. Non, non, merci beaucoup. Arrête, regarde.
que ça soit enregistré sur notre Facebook. Et que les voisins sont tous à la maison. Pas la maison, tous à la maison. Pas que jamais tout, c'est pas tout. C'était le laisser à la